Alors, après les deux précédentes interventions, je vais revenir. Alors, je me suis concentré sur la fiscalité de l'État. Donc, j'ai fondé mon propos autour en fait, de la conception de la justice fiscale, c'est-à-dire comment le système fiscal français en fait, a intégré certains principes de justice et comment le système fiscal français, à travers les impositions, se structure. Alors, avant de parler impôts, impositions de toute nature, j'ai voulu, à travers mon intervention, parler un peu des prélèvements obligatoires, ce dont a parlé M. Fragonard et avant lui le professeur Michel Bouvier. Donc, prélèvements obligatoires, ce sont les impôts d'un côté et les cotisations sociales de l'autre. C'est-à-dire, en fait, c'est tout ce que l'État ou l'État avec un grand E, c'est-à-dire les personnes publiques ou les personnes privées qui reçoivent des ressources publiques, prélèvent sur les contribuables ou les usagers de l'argent. Donc, à partir de là, en fait, vous avez le taux de prélèvement obligatoire. Alors, je n'ai pas trouvé, lorsque j'ai préparé, le chiffre de 2014, mais il a légèrement augmenté, mais ça va vous permettre aussi d'avoir une certaine idée. Actuellement, il est de presque 47%. En 2011, il était à 44%. Lorsqu'on parle de prélèvement obligatoire, donc, vous devez penser impôts et cotisations. Et ça, ce taux de prélèvement obligatoire, enfin cette notion de prélèvement obligatoire, ça va vous permettre de faire des comparaisons internationales. À partir du moment où vous retirez les cotisations sociales, le taux de prélèvement obligatoire, il va descendre. Il va descendre légèrement, c'est-à-dire, en fait, c'est le graphique de droite, tout ce qui est prélevé par la sécurité sociale, et c'était le tableau que le professeur Bouvier nous avait montré, ça représente, là ce sont les derniers chiffres, ça représente 23%. Donc, ce dont moi je vais vous parler, ce sont les impôts d'État, les 15%, les impôts des collectivités locales, je vais en parler légèrement, mais ça c'est ma collègue Émilie Moisan qui, lors de l'une des prochaines séances, qui tournera autour des finances locales, va accentuer son propos sur les impôts locaux. Et vous avez une petite fraction au niveau de l'Europe qui est prélevée par les administrations fiscales françaises, mais transférée aux Européens. Donc, sur les impôts, lorsqu'on parle impôts, justice fiscale, ça représente en fait ceci. C'est-à-dire, là vous avez toutes les recettes fiscales de l'État. La TVA, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la TICPE, l'ancienne TIPP et les autres recettes fiscales. Donc là vous avez aussi la variation en pourcentage par rapport à ce qui était attendu en projet de loi de finances initiale et ce qui est, réellement prélevé. Raisonner sur la justice fiscale, en fait, c'est savoir où en est l'impôt, ou comment est fait, enfin à quoi va servir l'impôt. Vous devez avoir à l'esprit, c'est comme l'a rappelé le professeur Bouvier, l'impôt a trois finalités. Donc, lorsqu'on élève le débat, si on parle de justice distributive et justice redistributive, lorsque on va parler concrètement, l'impôt va servir à quoi? À financer les dépenses publiques, à réorienter les comportements économiques, un peu comme les impôts sur le tabac, les impôts sur les alcools, ou maintenant actuellement les taxes comportementales comme les taxes vertes. Et ça va aussi également servir à redistribuer les revenus. Donc, le système fiscal actuel français, il est pétri de toute cette conception au niveau des impôts pourvoyeurs du trésor, la conception d'impôts, réorientation du comportement de l'économie et de redistribution. Ça va nous permettre d'étudier les impositions à travers de trois prises, d'un triptyque. La justice de l'impôt, c'est-à-dire la conception normale de l'imposition, c'est-à-dire la justification de l'impôt. Vous allez avoir aussi ce qu'on appelle une justice par l'impôt. Là, c'est la reprise de la justice redistributive. C'est une conception dynamique de l'imposition. Ce n'est pas simplement de fournir de l'argent dans les caisses de l'État. Et on va essayer de tendre à une certaine justice sociale par la fiscalité. C'est ce dont on va parler prochainement, à la suite de mon propos, avec l'impôt sur le revenu. Après, vous avez ce qu'on appelle la justice dans l'impôt. Là, c'est la conception de la justice distributive. Là, c'est une conception qui est plus conservatrice de l'ordre social, c'est-à-dire que l'impôt doit être un instrument financier, et simplement un instrument financier neutre. Donc, on va simplement se cristalliser autour de la répartition des charges sociales entre les citoyens. C'est ce dont M. Bouvier a parlé précédemment en nous citant les articles de la Déclaration des droits de l'homme du citoyen de 1789.
À partir de là, on peut dire que le système fiscal français, au niveau de ses recettes, il se structure autour de deux idées principales. Vous avez d'un côté l'universalité de l'impôt, qui date de la Révolution française, qui a été élaborée à partir de la Révolution, et vous avez de l'autre côté le second pilier, qui est la proportionnalité. La quasi-totalité des impôts que vous avez ici, à part un, qui est l'impôt sur le revenu, sont des impôts qui sont proportionnels. Et l'impôt sur le revenu, lorsque l'on tend un peu sa définition, c'est un impôt proportionnel qui va croître un peu plus rapidement que l'autre, si vous avez différents barèmes. Donc, premièrement, sur l'universalité de l'impôt. Actuellement, tous les impôts sont universels, c'est-à-dire qu'à partir de 1789, on a voulu faire table rase du passé, car le système fiscal de l'Ancien Régime était fondé sur des privilèges fiscaux. Tout le monde payait des impôts, mais à partir du moment où vous pouviez réussir à sortir de la catégorie du tiers-État, ou alors si vous avez la possibilité d'acquérir une charge, vous pouvez être exonéré d'impôts. Ceci a été brisé en 1789 et n'a pas été remis en cause jusqu'à présent, sauf de temps en temps lorsque vous avez certaines exceptions ou certaines dépenses fiscales. C'est-à-dire qu'on va penser qu'une rupture de l'universalité ne va pas être une rupture de l'égalité, enfin l'égalité en deux mots. C'est-à-dire que pour soutenir l'économie, on va penser qu'un dégrèvement fiscal sur certaines catégories de personnes va permettre de soutenir l'activité. Donc ça, c'était notre premier point sur l'universalité du système fiscal. Sur la proportionnalité est, à mon sens, la structure principale du système fiscal actuel, c'est-à-dire que tous les impôts, sauf l'impôt sur le revenu, sont des impôts qui sont proportionnels. Vous avez un ancien graphique, donc celui-ci, c'est les recettes fiscales de 2014. Celui-ci qui est présent, qui est sur votre gauche, représente les impôts directs et les impôts indirects. Actuellement, il est faux ce graphique, parce que ça c'était un graphique qui était au début des années 90, mais j'ai trouvé intéressant de vous le montrer, parce qu'on accole les impôts proportionnels aux impôts indirects et les impôts progressifs aux impôts directs. Là c'est légèrement, c'est pas totalement vrai, et aussi vous avez en fait une baisse des impositions, une augmentation des impositions indirectes et une baisse des impositions directes. Pour tendre en fait, par rapport à au graphique que je vous ai présenté ici, la TVA qui devient de plus en plus puissante au niveau, comme le disait tout à l'heure M. Fragonard, on essaye de capitaliser un maximum pour tirer un maximum de ressources fiscales car les dépenses sont présentes. Sur le principe donc de proportionnalité, la proportionnalité, M. Bouvier en a parlé tout à l'heure, il vous a donné une définition, c'est la base du système fiscal français depuis 1789, c'est qu'on va considérer qu'un impôt est juste, un impôt est optimal à partir du moment où il vous frappe par le même taux. Que vous soyez riche ou pauvre, on va considérer que c'est un impôt qui est juste et qui va atteindre vos facultés contributives d'un point de vue égal parce qu'il a le même taux. C'est la base, en fait, le fondement de la TVA, c'est un impôt proportionnel. Alors, lorsqu'on étudie les recettes fiscales au niveau des impôts, lorsqu'ils vont frapper la matière imposable, que vous soyez une matière imposable sur les échanges ou sur les revenus, on va pouvoir voir que lorsque l'on est sur les échanges, l'impôt il est proportionnel. Au niveau échange, je veux dire consommation, lorsque vous achetez quelque chose. En revanche, lorsque les biens sont atteints, mais ces biens sont des revenus, il est en majorité, vous avez une prépondérance sur les impôts qui sont progressifs, à partir avec l'IRPP, mais vous avez aussi un impôt sur le revenu qui est la CSG dont M. Fragonard a parlé, qui est également proportionnel. Donc vous avez pratiquement moitié-moitié entre les deux. Alors, je vous propose d'étudier la TVA en tant qu'impôt proportionnel. La TVA, en fait, a été créée le 10 avril 1954, comme M. Bouvier vous en a parlé. La TVA, actuellement, est l'impôt qui va pourvoyer au Trésor dans la moitié des ressources budgétaires de l'État. C'est-à-dire que c'est une ressource extrêmement importante. Il y a 10 ans, la TVA ne représentait pas 50% des recettes de l'État, elle représentait 40%. L'impôt sur le revenu était beaucoup plus puissant en matière de recettes, mais avec toutes les dépenses fiscales, tous les dégrèvements, le mitage de l'impôt sur le revenu, a fait baisser sa part dans le budget de l'État. La TVA donc, a été créée en 1954 à l'instigation de Maurice Loret,
Et cette TVA a repris la place des anciennes taxes cascades. Depuis 1920 jusqu'à 1954, on a essayé, donc ça date aussi avec l'impôt qui avait été créé par le Fonds populaire par Léon Blum, on voulait taxer l'échange, taxer le rapport économique, mais sans influencer l'activité économique, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas briser la croissance. Maurice Loret va proposer de supprimer toutes les taxes en cascade pour avoir un système novateur, c'est-à-dire que le produit sera imposé à la fin, c'est-à-dire lorsque le consommateur va l'acheter au final. C'est-à-dire avant Maurice Loret, à chaque fois que vous avez acheté un produit, il devait payer une TVA. Là, avec le système TVA, le produit, la TVA va être payée au final du produit, lorsque ce produit sera vendu. L'avantage de la TVA, c'est que ça ne va pas pénaliser l'entreprise, c'est-à-dire que c'est un impôt qui est neutre. Donc on renvoie à ce dont on parlait tout à l'heure, ce que disait M. Bouvier avec la fiscalité distributive, c'est-à-dire que c'est une imposition neutre. La TVA ne pèse pas sur l'entreprise, la TVA est collectée par l'entreprise et reversée au budget de l'État. C'est le consommateur final en fait qui va la payer. Donc là vous avez une volonté au niveau des recettes fiscales et au niveau des impôts d'avoir un impôt prédominant qui soit le plus neutre possible. Ça renvoie aussi à une certaine conception de l'équité. La TVA est neutre à l'égard de tous les modes de production. Vous avez aussi de l'autre côté un autre avantage de la TVA, c'est ce qu'on appelle sa simplicité. C'est-à-dire que l'entreprise va enregistrer la TVA et va la reverser à l'administration fiscale. C'est pas compliqué pour elle et c'est l'un des reproches dont on va parler tout à l'heure que l'on fait à l'impôt sur le revenu. L'impôt, à cause de ces différents taux, est complexe. Là, la TVA avec un taux unique et son paiement en une seule fois est un impôt qui est totalement simple et totalement facile à manier. De l'autre côté, vous avez aussi un autre avantage pour l'État, au niveau de sa simplicité, c'est que l'État peut moduler la pression fiscale. C'est comme le disaient M. Fragonard et M. Bouvier, c'est plus facile d'augmenter un point de TVA que d'augmenter le barème de l'impôt sur le revenu, parce que le taux de TVA, même si tout le monde le paye, on ne s'en rend pas compte. Sauf si, en tant que contribuable, vous regardez le ticket de caisse, et là, vous voyez le taux ou l'argent qui vous a été prélevé. Si l'incidence économique est moindre que si on fait le chèque ou si on est prévenu au niveau de l'impôt sur le revenu mensuel ou par tiers. L'autre simplicité pour l'État, c'est vous pouvez influencer le taux, donc augmenter les recettes fiscales, mais vous n'influencez pas sur le système économique. Le système économique va intégrer très facilement une augmentation de la TVA sur certains produits qu'une augmentation de l'impôt sur le revenu. Ça évite en fait aux contribuables de partir. Le troisième avantage de la TVA, c'est son rendement. Comme vous le voyez, son rendement est extrêmement important, ça représente pratiquement 49,5% des recettes de l'État. La TVA est un impôt indirect, et comme c'est un impôt indirect, vous avez certaines caractéristiques qui lui permettent en fait d'avoir une réputation entre guillemets un peu plus meilleure que l'imposition sur le revenu. En premier lieu, on considère que la TVA ne pèse pas donc sur l'entreprise, va peser sur le consommateur. Ça, c'est son premier avantage. Ensuite, la TVA n'aura pas d'effet redistributif. Donc on va rester sur le versant neutralité de l'impôt. La TVA également ne va pas pénaliser ou ne va pas faire de rupture d'égalité vis-à-vis des charges publiques, étant donné que comme vous avez différents types de taux de TVA, on va considérer que chaque produit va concerner une catégorie socio-professionnelle. Vous avez, comme vous le savez, différents taux de TVA. Vous avez un taux normal qui est de 20%, un taux réduit qui est de 5,5%, un taux intermédiaire de 10% et un taux super réduit de 2,1%. Vous avez 4 taux de TVA. Par conséquent, cela veut dire que vous avez 4 catégories de produits différents qui seront touchés. On peut considérer que c'est comme un impôt progressif. Chaque produit de chaque catégorie socio-professionnelle ne sera pas acheté par tout le monde, et les produits qui seront frappés par le taux maximum
sont des produits qui sont de haute valeur ajoutée, et les produits pour les plus pauvres, qui sont les produits de première nécessité, sont frappés par des taux qui sont beaucoup moins importants. Donc on va considérer qu'on va respecter les capacités contributives des personnes. À partir de là, comme nous avons raisonné sur les capacités contributives des impositions, capacité contributive, c'est-à-dire la faculté que le contribuable a d'être taxé. Nous allons étudier maintenant ce qu'on appelle les impôts qui sont progressifs. Les impôts progressifs, là on va tendre vers une justice qui est beaucoup plus redistributive. C'est qu'on va avoir toujours un impôt qui est proportionnel. En revanche, au lieu d'avoir un seul impôt, nous allons avoir différents types d'impôts proportionnels qui vont frapper la même matière imposable, mais qui vont la frapper beaucoup plus rapidement. Le premier impôt proportionnel que le système fiscal français a intégré était l'impôt sur les successions en 1879. Il avait été conceptualisé et porté par l'ancien président de la République, Laurent Doumergue. Il a été voté, il a fonctionné, et il a permis, au dire de M. Doumergue, la possibilité en fait de frapper les fortunes et également de frapper les fortunes pour éviter que l'économie française soit une économie de rentiers. C'était la première, on va dire, la première réintroduction de l'impôt progressif. À partir de là, entre 1879 et 1914-1917, vous allez avoir une sorte de combat qui va, un combat, je veux dire, théorique, combat idéologique, qui va s'inscrire dans le débat fiscal, que l'on soit du côté des philosophes, des économistes ou des juristes qui s'intéressent à la fiscalité. Un combat assez difficile, dans lequel vous allez avoir, que l'on soit de droite ou de gauche, des visions très antagonistes qui vont se confronter. Vous avez Adolphe Thiers qui, dès 1848, était contre un impôt progressif sur le revenu et qui va s'opposer en 1871, lorsqu'il va devenir président de la République, au moment où la France doit payer 6 milliards de francs en or aux Allemands, qui va s'opposer à l'instauration d'un impôt progressif sur le revenu pour alimenter le budget de l'État. Je vous cite, une de ses phrases les plus célèbres, c'est un impôt de discorde, de partisans et essentiellement arbitraire et atroce. Il faut comprendre que la progressivité a été bannie, ou l'accumulation de différents impôts proportionnels sur une matière imposable a été bannie depuis 1789 jusqu'à 1914, parce qu'en fait ça faisait un rappel à l'ancien régime. Pratiquement toutes les impositions de l'ancien régime étaient des impositions progressives, qui montaient assez rapidement. 1789 a fait table rase du passé. On a considéré qu'un impôt juste était un impôt qui était proportionnel, qui frappait en une seule fois et au même taux. En revanche, à partir de 1979, on va considérer que cette vision de proportionnalité et de progressivité, en fait, avait deux conceptions totales et différentes de justice fiscale. On va considérer plus à partir de la fin du XIXe siècle que la justice fiscale n'est pas dans la proportionnalité, mais plutôt dans une certaine forme de progressivité, parce que là on va considérer que quelqu'un qui gagne 1000 francs ou qui a 1 million de francs, l'impôt proportionnel va frapper différemment son revenu que s'il gagne 1000 ou 1 million. Vous divisez le revenu de ces deux contribuables en strates, en différents petits rectangles. Pour quelqu'un qui gagne 1000 francs, si vous avez un impôt de 10%, ça va frapper beaucoup plus l'argent qu'il va utiliser pour ses revenus, ses désirs les plus primaires, se loger, manger, se nourrir. En revanche, un impôt qui va frapper un revenu de quelqu'un qui avait un patrimoine très important, par exemple 1 million de francs, s'il est frappé à 10%, il va conserver suffisamment d'argent où il aura une latitude beaucoup plus importante que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Donc là, c'est la conception dont M. Bouvier a parlé tout à l'heure, la théorie marginaliste, c'est-à-dire qu'on va étudier scientifiquement les différentes parties du revenu qui va servir aux contribuables à être utilisées. L'impôt sur le revenu va être voté en 1914-1917 après une longue lutte au Sénat et à l'Assemblée, à l'époque à la Chambre des députés. L'un des deux écueils qui a empêché le vote de l'impôt sur le revenu
à partir de 1885-1886, c'est qu'en fait, il réinstaurait ce qu'on appelle toujours la déclaration, et qu'il instaure aussi ce qu'on appelle la progressivité. La déclaration, pourquoi? Le système fiscal actuel, comme à l'époque, est un système fiscal qui est fondé sur la bonne foi. C'est-à-dire que le contribuable va remplir une déclaration dans laquelle il va inscrire tous ses revenus. Ça va servir de base à l'administration fiscale pour calculer son taux d'imposition et calculer aussi, en fait, quelle tranche du barème de la progressivité frappera ce contribuable. Premier écueil, parce que vous allez avoir un certain courant doctrinal qui va proclamer que la déclaration, c'est le retour à l'arbitraire fiscal. Et vous avez actuellement toujours cette vision à travers un certain courant de théorie doctrinale, comme Pascal Salin, qui a sorti il n'y a pas longtemps un ouvrage, enfin quelques mois là, ça devait être fin de l'année dernière, sur la tyrannie fiscale, dans lequel vous avez un chapitre sur l'arbitraire de l'impôt, et dans lequel il décortique la déclaration comme un retour au diable, un retour à l'obscurité, c'est-à-dire que c'est que l'inquisition fiscale, l'administration va venir chez vous pour vérifier ce que vous gagnez. Entre guillemets, ce qui veut dire que vous faites rentrer le mal chez vous. Quelqu'un, un tierce personne, quelqu'un d'ad hoc, qui va vérifier ce que vous gagnez. Premier écueil. Second écueil, c'est la progressivité. La progressivité va être considérée, pour certains, comme la pure justice fiscale, c'est-à-dire plus vous gagnez, plus vous serez imposé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, votre taux va monter par rapport à la matière, à votre revenu. En revanche, la progressivité, ça peut être signe d'obscurité. C'est-à-dire que le contribuable ne sait pas quel taux va lui être accordé, ou par quel taux il sera frappé. Vous allez avoir à l'époque 10 tranches d'imposition, en 1914 et en 1917, dont la tranche marginale était de 2%. C'est monté en 1980 à 15 tranches, dont la tranche marginale était à 60%. Et actuellement, nous en avons 4, et la tranche marginale est à 45%. La dernière réforme sur la loi de finances pour 2015 a supprimé la première tranche d'imposition qui était à 5,5. Donc là, actuellement, nous avons une tranche à 0% et une tranche à 14%. Donc, déclaration et progressivité. Vous avez aussi un autre écueil qui est actuellement toujours à l'ordre du jour, c'est qu'on va considérer qu'un impôt progressif en fait va laminer les fortunes, c'est-à-dire qu'il va détruire les fortunes. Plus votre taux va monter, plus en fait vous allez devoir payer mécaniquement. Par conséquent, plus votre patrimoine va être frappé et vous allez vous séparer d'une fraction de votre patrimoine. Bon, sur l'impôt sur les revenus, cela se voit parce que plus vous gagnez d'argent, plus vous allez rendre. Vous avez aussi la même chose sur l'impôt sur les successions, qui est un impôt qui est progressif. Donc vous avez les deux aspects. Jusqu'en 1950, l'impôt sur le revenu touchait très peu de contribuables. Vous aviez à peine 20% des personnes qui payaient l'impôt sur le revenu. À partir de 1970, on va passer de 20 à 50%. Toute la période des 30 Glorieuses, en fait, va permettre à la catégorie, on va dire de la classe moyenne, d'être qualifiée, c'est-à-dire être assujettie à l'impôt sur le revenu. À partir de 1970 à nos jours, ce taux ne va pas augmenter, il va même décroître. Actuellement, vous avez 45%, 45 à 46% de personnes qui sont assujetties à l'impôt sur le revenu. Donc ça concerne à peine un foyer fiscal sur deux. Différents mécanismes ont été accolés aussi à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, afin en fait d'altérer la progressivité, parce que bon, ça je pense que vous l'avez compris, la progressivité peut être une technique assez terrible en droit fiscal, car elle peut permettre en fait à détruire en fait le patrimoine d'une personne. Si vous avez lu le manifeste du Parti communiste de Karl Marx, afin de détruire la classe bourgeoise, il préconisait l'instauration d'un impôt sur le revenu fortement progressif. Pareil aussi, dans les années 70, pour l'élection présidentielle de 81, Georges Marchais avait décidé de créer une tranche d'imposition marginale de l'impôt sur le revenu à 100%. Au-delà, bien sûr, d'un certain seuil, c'était à l'époque 400 millions, qui étaient 40 millions de francs, de nouveaux francs. Donc, l'impôt sur le revenu, qui est un impôt
déclaratif progressif, qui est payé par 45% des Français, est un impôt qui est considéré actuellement comme complexe, c'est-à-dire qui est difficile à manœuvrer, qui est difficile à calculer. C'est un impôt aussi qui est mité. Mité, c'est-à-dire dont on détruit, on réduit le rendement, car on lui accole énormément de dépenses fiscales. C'est-à-dire que, comme je vais reprendre l'exemple de M. Fragonard, si vous employez une personne de maison, une femme de ménage, vous pouvez le détruire de votre impôt sur le revenu. Donc ça réduit aussi l'impôt sur le revenu, c'est qu'on va considérer qu'on paye trop d'impôts, et on va accorder à certaines personnes le soin de réduire. Et vous avez plusieurs mécanismes également qui permettent de réduire. Vous avez certains rapports de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui indiquent que si on supprimait toutes les dépenses fiscales, l'impôt sur le revenu aurait un taux de rendement qui dépasserait les 90 à 95 milliards de francs, donc ce qui n'est pas négligeable. Milliards d'euros, pardon. Ce qui reviendrait à une source très importante du budget de l'État. Donc, impôt sur le revenu, impôt progressif, TVA, impôt proportionnel. La structure du système fiscal français donc, englobe les deux, aussi également l'universalité. En revanche, certaines possibilités pourraient être accordées à l'impôt sur le revenu ou même à la TVA, c'est-à-dire essayer de tendre vers un impôt qui est dit justicier, un impôt qui est dit correcteur des inégalités. Et là, tout est le problème, et c'est la difficulté, lorsque l'on s'entend sur la notion de justice fiscale et de structure du système fiscal, c'est de savoir si on doit tendre d'un côté ou on doit tendre de l'autre. Et afin d'atteindre, on va dire, le système d'un impôt idéal, on va créer aussi d'autres mécanismes qui seront accolés soit à la TVA, soit à l'impôt sur le revenu, qui vont essayer, en fait, qui vont déconnecter et qui vont déminer cet impôt et qui vont réduire énormément soit la proportionnalité, soit la progressivité. Et au niveau de l'impôt sur le revenu, le mécanisme qui déconnecte et qui lamine la progressivité, ça je pense que vous le connaissez tous, c'est le mécanisme du quotient familial. C'est la possibilité de tendre, de supprimer artificiellement bien sûr, sur le barème existe toujours, mais de réduire son revenu et de payer moins d'impôts. Parce que plus vous avez une famille nombreuse et plus vous avez des personnes à charge, moins vous allez payer d'impôts sur le revenu parce que votre quotient familial est beaucoup plus important. Je vais m'arrêter parce que je pense qu'on est suffisamment en retard.